Donc, l'équipe de défense de droit de Moelle-Épinière et Motricité Québec, aussi appelée Mémo Québec, on va plus parler de Mémo Québec pendant le panel, vous souhaite la bienvenue. Le panel qui est intitulé « Personnes en situation de handicap, le manque de soins et de services mène-t-il à l'aide médicale à mourir? » L'équipe de défense des droits est constituée de Mme Annabelle Grenon-Fortin. Alors, si tu veux nous faire un petit bye-bye, Annabelle. Bonjour tout le monde. Il y a Mme aussi Annabelle Liliane Ngon-Ben-Nkot. Annabelle, est-ce que tu veux nous Adèle. saluer? Adèle. Adèle, est-ce que tu veux nous saluer? Merci. Il y a aussi M. Walter Zelaya, qui est directeur général de l'organisme, qui est partie prenante là, de l'équipe de défense des droits. Et moi-même, Ariane Gauthier-Tremblay. Alors, qui va agir comme animatrice au panel. Mais déjà, je remercie toute l'équipe qui travaille dans l'ombre, qui a travaillé aussi dans l'ombre pour permettre que ce panel soit possible. Je vous rappelle, en quelques lignes, Mémo Québec travaille à améliorer l'autonomie et les conditions de vie des personnes en situation de handicap sur 4 volets, donc l'intégration sociale, l'employabilité, la défense des droits et le soutien à la recherche. Plus de 1200 membres et plus de 80 bénévoles dans toutes les régions du Québec contribuent au dynamisme et à la vie démocratique de Mémo Québec. On a aussi une fondation qui vise à aider les membres ponctuellement et toutes les informations sont sur le site Internet de Mémo Québec. Aujourd'hui, toute l'équipe de Mémo Québec souhaite dédier ce panel aux victimes de manque de soins qui ont vu leur jour écourté, soit en ayant recours à l'aide médicale à mourir, soit par le suicide. Alors, depuis janvier 23, nous avons eu connaissance que face à l'impasse du manque de soins, des membres ont reçu l'aide médicale à mourir ou ont passé à l'acte. Donc, nous leur dédions ce panel. Pour aborder ce sujet délicat et hautement actuel, nous tenons à remercier nos panélistes qui ont accepté de s'adresser à vous et aussi d'écouter vos préoccupations. Alors, il y a Mme Elisabeth Prasse. Si vous voulez nous saluer pour qu'on puisse vous identifier. Bonjour. Alors, Mme Prasse, merci d'être là. Bonjour. Mme Prasse est députée de Darcy McGee, porte-parole libérale pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme et aussi porte-parole en matière de services sociaux. Elle a aussi siégé à la commission sur l'élargissement de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Merci d'être avec nous. On a aussi M. Patrick Fougerola. Pouvez-vous nous saluer, M. Fougerola, s'il vous plaît? Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, M. Fougerola est chercheur et professeur associé au département d'anthropologie de l'Université Laval et conseiller scientifique au réseau international sur le processus de production du handicap. On l'appelle aussi ARIPPH. Il a siégé au comité d'experts ayant remis des recommandations en vue de la finalisation de la dernière mouture de la loi concernant les soins de fin de vie. On a aussi M. Pierre-Luc Turcotte, si vous pouvez vous nous saluer, s'il vous plaît. M. Pierre-Luc Turcotte est ergothérapeute et professeur adjoint à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa et chercheur spécialisé sur les aspects sociopolitiques de la pratique de l'ergothérapie. Merci d'être avec nous. Et aussi, M. Vincent Marissal, pouvez-vous nous saluer, s'il vous plaît? Merci d'être avec nous. En double, wow! Ouais, je ne prends pas de chance. Donc, M. Marissal est député de Rosemont, porte-parole solidaire du 2e groupe d'opposition en matière de santé et en matière d'éthique. Et bien, nous soulignons
nous déplorons l'absence de Mme Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés, responsable des programmes de soutien à domicile et aussi du projet de loi 11 qui permet l'élargissement de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Elle a refusé nos multiples invitations et notre insistance à prendre part au panel. Donc, elle n'est pas là. Avant de commencer nos échanges, nous invitons M. Zelaya, directeur général de Mémo Québec, à vous adresser la parole en 5 minutes, Walter, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, Ariane. Merci à toutes et tous. Très grand plaisir d'être parmi vous. Puis je vais reprendre où Ariane l'a laissé en déplorant effectivement la présence d'un représentant du gouvernement. Il faudrait dire qu'on sait que la ministre est très occupée, mais on leur a demandé de dégager quelqu'un, d'envoyer un député, un adjoint parlementaire et tout. Puis finalement, elle n'a pas considéré ça pertinent de le faire. Nous le regrettons parce que nous avons participé aux consultations Mémo Québec, puis on a eu une rencontre informelle. Notre présidente avait une rencontre informelle avec elle, et puis elle s'est montrée toute ouverte à tous nos commentaires et tout, mais bon, vous voyez, la réalité politique souvent est tout une autre quand c'est devant les caméras puis derrière les caméras. Nous regrettons aussi le fait que les partis québécois se retiraient à dernière minute. Ils avaient confirmé leur participation et se sont désistés, je pense, hier ou avant-hier également. Ceci étant dit, l'important n'est pas ceux qui ne sont pas là, mais ceux qui sont là, je pense. Et c'est avec ça qu'on fait des changements et c'est avec ça qu'on avance finalement dans nos discussions et nos débats. Donc, je tiens très chaleureusement à remercier Monsieur Marissal, Patrick, ainsi que notre député la députée du Parti libéral, également Madame Pras et également Monsieur Turcotte. Vous dire que pour Mémo Québec, c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est depuis quelques années que nous avons discuté, que nous avons débattu de ce sujet-là à différentes instances. Les instances ont décidé de ne pas prendre position nécessairement pour l'aide médicale à mourir, mais de garder une vigie constante par rapport à toutes ces questions-là. La question est fort simple. Nos membres, finalement, se positionnent de différentes manières. Et donc, notre organisme, sa mission, c'est d'accompagner les personnes. Et nous allons accompagner les personnes dans tous les différents processus et dans leurs décisions qu'ils vont prendre par rapport à ces sujets délicats. On va se dire que depuis 2005, quand le Bloc québécois, à l'époque, avait présenté Madame la disparue députée Lalonde, qui avait présenté la première initiative fédérale en 2005. Mais beaucoup de chemins à parcouru, près de 20 ans plus tard. Nous voilà finalement confrontés à quelque chose qui a été accepté. Et on ne peut pas dire que c'est mauvais en soi que l'aide médicale soit acceptée. On sait que c'est des personnes en situation de handicap, d'ailleurs, qui ont poussé pour qu'elle se soit acceptée. Là où finalement, où le bas blesse, finalement, c'est tout ce qui va à côté. Le fait que pendant qu'on accepte l'aide médicale à mourir, on ne se permet pas d'améliorer de manière substantielle tout ce que sont l'accès aux soins et notamment ce qui est le soutien à domicile, que c'est un élément très important et stratégique pour les personnes en situation de handicap. Et donc, qu'à partir de là, à cause de tous les problèmes dans le réseau de la santé, des personnes décident comme premier choix l'aide médicale à mourir plutôt finalement que par manque de soins, disons, qu'ils puissent faire ces choix-là. On tient à vous dire que plusieurs de nos membres ont fait ces choix-là ou nous ont parlé qu'ils voulaient faire ces choix-là. Et donc, voilà des enjeux qui, à notre avis, c'est important qu'on continue à discuter et échanger afin de trouver des solutions à ces éléments-là. Donc, merci beaucoup à vous toutes et tous. N'hésitez pas à vous prononcer. Puis, comme d'habitude, Mémo Québec est là pour ses membres, est là pour, également pour contribuer donc au débat de société. Et bonne rencontre à tous et toutes. Merci beaucoup, M. Zelaya. Bon, alors, comme M. Zelaya vous l'a dit, Mémo n'a pas pris position pour ou contre l'aide médicale à mourir. Cependant, on se rend compte que vouloir mourir faute d'aide médicale à vivre n'est pas une situation nouvelle. Déjà, en 2014, le Journal de Montréal publiait un article et une entrevue, à la suite d'une entrevue avec Mémo Québec,
3 tétraplégiques se suicident en 6 mois. Donc, ça, c'était en 2014. En 2022, Mémo Québec a réalisé un sondage auprès de ses membres et qui nous a permis de mesurer l'ampleur de la problématique. En effet, plusieurs membres ont songé à recourir à l'aide médicale à mourir face au manque de soins à domicile, face à l'attente interminable pour des examens ou face à des plaies de pression qui prennent des années à guérir. Alors, et tout ça pour nous constitue une dérive de la loi et un constat d'échec de l'État à assurer des soins qui soutiennent la santé, la dignité et la vie. Pour mettre en lumière la situation, nous invitons M. Gay nous vous invitons tous à écouter le témoignage de M. Gay, qui est membre de notre organisme. Un témoignage recueilli par Adèle Liliane. Alors, allons-y. D'accord. Là, on commence. Bonjour, Monsieur Gay. Oui, bonjour Adèle. Un plaisir de te parler. Le plaisir est pour moi, même si nous parlons des choses difficiles ce matin. Alors, vous êtes paraplégique depuis plus de 50 ans. Vous résidez dans la région de l'Outaouais. Vous avez une sténose qui entraîne des douleurs chroniques chez vous et qui vous garde au lit pratiquement toute la journée. Vous avez des plaies de pression depuis 2018 à 2023 et vous avez également un cancer. Je souligne quand même que vous êtes pharmacien à la retraite et que vous avez exercé pendant plus de 25 ans. J'aimerais donc savoir, au regard de tous les problèmes de santé que vous vivez, comment en êtes-vous arrivé à penser à recourir à l'aide médicale à mourir? Alors, mais on va aller point par point. L'élément le plus important, c'est mes douleurs chroniques au niveau du sacrum lombaire qui m'empêchent d'être assis. Alors, je passe mes journées au lit et puis j'ai également des plaies. Et puis, pour revenir à mes fameuses douleurs chroniques au niveau du segment lombaire et sacrum, il y a une solution. Ce sont des injections caudales qui m'ont été prescrites par la physiatre, mais le système ici dans l'Outaouais, pénurie de personnel, fait que les injections ne sont pas disponibles. Il y a une attente de 2 ans. Alors moi, je dois composer avec ce manque de personnel et je suis toujours en souffrance. Et à cause des plaies chroniques également, je suis toujours au lit. Et la combinaison des deux font que m'amène à un découragement total ou prononcé qui, de là, m'amène à penser à l'aide à mourir parce que je me dis qu'est-ce que ça donne de continuer puisque je suis au lit, j'accomplis rien, je fais rien de ma journée. Alors pour moi, c'est décourageant, puis c'est ce qui m'amène à penser à l'aide à mourir. D'accord. Je vous remercie pour votre... Excusez-moi, je peux ajouter une autre, j'ai oublié un petit élément, c'est que encore là, j'ai oublié de le souligner, les fameuses plaies, mais encore là, il y a toujours une façon de régler cet élément de mes problèmes global de santé. Il y en a d'autres, on ne peut pas tous les énumérer, mais encore là, c'est le manque de services dans ma région qui fait que je n'ai pas les soins que je devrais avoir pour guérir rapidement les plaies au début, là, quand ils apparaissent. Alors, excuse-moi pour l'interruption. C'est parfait. Merci, Monsieur Gay, pour votre disponibilité. Bon courage. Merci. Merci, M. Gay, pour votre témoignage qui dépeint bien là, la réalité qui touche plusieurs de nos membres. Alors voilà. Passons maintenant à la partie d'échange de questions et tout ça pour le bon fonctionnement de la rencontre.
Bon, nous allons enregistrer la rencontre et elle est diffusée comme on dirait, Facebook Live. Les micros de chacune sont éteints, c'est très bien. Et voilà, donc, cependant, nos panélistes, nous serions reconnaissants que vous gardiez vos caméras et micros ouverts. Donc, comment est-ce qu'on va fonctionner pour le panel? Je vais poser une première question qui a déjà été envoyée à nos panélistes. Ils auront chacune 5 minutes pour y répondre. Et afin de respecter l'horaire, nos panélistes et nos participants, je vais être un petit peu sévère sur le temps. Tout ça pour permettre à tout le monde de pouvoir là, partager le contenu qu'il a préparé. Donc voilà, comme vous avez été mis au courant, là, les personnes inscrites savent que seules les questions transmises par le chat seront adressées aux panélistes et c'est, donc vous savez, dans la petite bulle, dans le bas de votre écran, une fenêtre s'ouvre et pour écrire votre question et vous l'adressez à Madame Grenon-Fortin. Et c'est elle qui va rassembler les questions et qui va les présenter aux panélistes. Elle va en présenter à 2 reprises. Alors voilà. L'ordre des panélistes va changer à chaque tour. Et là, on a su que tout récemment que Mme Prasse et M. Marissal devront nous quitter à 13 heures. Donc, on a un petit peu remanié l'ordre des interventions. Pour la première question, on va entendre M. Fougerolas en premier, en deuxième, M. Turcotte, en troisième, Mme Prasse et en quatrième, M. Marissal. Vous aurez chacun 5 minutes pour répondre ou aborder la première question qui vous a été envoyée. Alors, comment est-ce que l'État peut garantir le droit à la vie et à la dignité des personnes en situation de handicap par des soins et des services de santé adéquats afin d'éviter de recourir à l'aide médicale à mourir par dépit? Alors, toute une question. Alors, Monsieur Fougerolas, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, moi, Patrick Fougerolas, je suis actuellement avec le réseau international sur le processus de production du handicap, dont la mission est de promouvoir un modèle social, donc qui remet en question en fait l'approche médicale du handicap et insiste sur les relations entre la personne et son contexte de vie, donc ici l'accès aux soins, aux services, au soutien à la participation sociale, pour comprendre que ce n'est pas simplement le fait d'avoir une maladie, des déficiences et un diagnostic qui fait que on peut vivre ces souffrances-là, mais bien dans notre relation avec notre contexte, avec la réponse à nos besoins et la possibilité d'exercer notre autodétermination, qu'on le fait et qu'à ce moment-là, il faut avoir une approche d'ensemble. Le RIPPH et moi-même sommes intervenus dans les consultations avec la commission des relations avec les citoyens, en particulier sur l'introduction du handicap neuromoteur dans le projet de loi 11. Le fait d'utiliser cette terminologie d'handicap neuromoteur, c'est quelque chose qui vient en porte-à-faux avec l'évolution contemporaine au Québec et les définitions et modèles de compréhension du handicap qui sont officiels au Québec, qui ont été adoptés depuis la politique à part entière, dans la définition de personnes handicapées et qui sont aussi reconnus. Donc, cette approche relationnelle du handicap, interactive, elle est reconnue officiellement dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc,
on doit tenir compte de l'environnement pour comprendre le handicap et il faut voir que le projet de loi, il nous vient du médical, d'une approche de soins de fin de vie. C'est vraiment par rapport aux soins de fin de vie, en lien avec des souffrances intolérables, mais et le fait jusqu'à maintenant qu'on avait une maladie importante et incurable. Alors, c'est pour remettre un peu les pendules à l'heure qu'on est intervenu de ce point de vue-là, comme d'autres groupes de défense de droit, pour remettre, en fait, interroger le fait que l'on considère un diagnostic de handicap neuromoteur comme nouvelle possibilité pour l'admissibilité et tout ce que ça pouvait amener comme changement aussi dans la compréhension du handicap. Actuellement, les médecins et les infirmières qui sont maintenant autorisés à recevoir une demande d'admissibilité ne sont pas formés à la compréhension du handicap dans tout leur cursus de formation. Il faut comprendre cet élément-là et qu'ils abordent donc principalement la question sur la base d'un diagnostic d'une fin de vie et d'une demande d'une personne qui se trouve en fin de vie. Le nouveau projet de loi introduit la notion d'anticipation de la demande et la possibilité d'avoir aussi un soutien dans ce processus-là. Bien entendu, il y a tout un ensemble de garanties et de mesures de précaution qui viennent avec. Je vous fais signe, il vous reste 30 secondes, M. Fougerolas. Et donc, dans l'introduction de la question du handicap, on a voulu insister sur le fait qu'on ne pouvait pas prendre une décision sans documenter le contexte de la personne et dans quelle mesure elle avait été informée adéquatement sur le soutien qu'elle pouvait recevoir et si justement, dans ces éléments de soutien, les lacunes qui sont exprimées ne pouvaient pas être compensées, renversées. Est-ce que les services pouvaient être donnés, justement, comme dans le cas de M. Gay? Est-ce qu'il y a une volonté au niveau des services, au niveau politique, de mettre en place les soins qui permettraient aux personnes de renverser leurs décisions de demande à mourir? Et merci. Malheureusement, on est effectivement dans une perspective de dépit et de situation assez impossible actuellement au niveau québécois dans l'accès aux services. Merci beaucoup, M. Fougerolas. Très pertinent. On est vraiment dans le thème. Mais maintenant, on va écouter M. Turcotte, s'il vous plaît. Je vous fais signe quand il va rester 30 secondes. Pas de problème. Ben, merci beaucoup. D'abord, c'est un honneur de parler après Patrick qui a beaucoup marqué la façon dont on conceptualise le handicap. Je pense qu'il faut le reconnaître autant au Québec qu'à l'international et ça a beaucoup teinté mes propres travaux. Là. Moi, je suis un professeur à l'université d'Ottawa, mais j'ai travaillé pendant une dizaine d'années au soutien à domicile dans un programme qu'on appelle le programme déficience physique. Donc, j'ai rencontré j'ai entendu des témoignages comme celui de Monsieur Gay, si je ne me trompe pas, à maintes et maintes reprises. Ce n'est pas, pour moi, une expérience comme celle-là, c'est une expérience que j'ai entendue et que j'ai côtoyée à travers les années. Puis c'est aussi une partie de mon travail de recherche là, qui se concentre sur les éléments sociopolitiques là, qui structurent différents services qu'on offre aux personnes qui rencontrent différentes formes de handicap, dont l'expérience d'une déficience physique. Là. Puis par souci de transparence, c'est aussi à ce titre-là que j'avais été invité là, sur le comité d'experts qui avait été mandaté là, pour étudier l'élargissement de l'aide médicale à mourir dans le cadre du handicap neuromoteur auquel a aussi participé Patrick. Là. Donc,
Je me suis prononcé là, de façon critique par rapport aux conclusions de ce mandat-là, mais en tout cas, c'est quand même dans cette position-là que j'ai été invité là, à titre de chercheur qui s'intéresse sur les thématiques du handicap. Puis pour moi, pour répondre peut-être à la question du webinaire qui pose la question très importante, à savoir si le manque de services contribue à des demandes d'aide médicale à mourir. Je pense que la réponse est même connue par les organisations qui déterminent les conditions pour délivrer là, ce service-là. Quand on regarde même le document qui est déposé par le gouvernement du Canada, donc le 3e rapport sur l'aide médicale à mourir en 2021, on disait qu'environ 86% des demandes d'aide médicale à mourir, en fait, la souffrance qui soutenait les demandes d'aide médicale à mourir était reliée à des difficultés à réaliser des activités signifiantes ou la difficulté à réaliser des activités de la vie quotidienne, donc 84% si je me rappelle bien. Donc, on parle de la souffrance qui mène à l'admissibilité à l'aide médicale à mourir, qui n'est pas nécessairement reliée à une souffrance comme on l'entend d'un point de vue biomédical, où on parle de douleur physique, mais aussi d'une souffrance qui est de l'ordre de la difficulté à réaliser des choses qui sont porteuses de sens dans notre vie et aussi à réaliser des activités de la vie quotidienne pour lesquelles il existerait des services pour soutenir ces activités-là dans le cas du handicap, comme les services de soutien à domicile. On parviendrait à faire beaucoup plus si ces services-là étaient priorisés pour vraiment réduire cette souffrance-là qui est à la base d'une très, très grande majorité de demandes d'aide médicale à mourir. Puis mon inconfort avec la façon dont l'élargissement pour la question du handicap s'est fait venait du fait que cette décision-là s'est faite de façon très rapide et l'application de la loi aussi se fait très rapide d'ici le mois d'avril l'année prochaine. Donc, ça va être en vigueur que les personnes avec une déficience physique et qui entraînent des incapacités importantes et significatives et persistantes vont être admissibles. Donc, ça va se faire très rapidement. Puis pour moi, le délai pour ouvrir la porte à ce nouvelle catégorie de population est beaucoup plus rapide. En tout cas, on met beaucoup plus d'efforts à l'élargir rapidement qu'on le fait pour élargir et soutenir et bonifier les services qui soutiennent les personnes dans leur milieu de vie. On regarde les délais pour obtenir des services à domicile. Puis d'ailleurs, c'était une partie de ma thèse de doctorat portait sur comment les services de soutien à domicile ont évolué à travers les années de réforme du système de santé de 2003, ensuite celle de 2015. Donc, les multiples réformes ont entraîné des conséquences importantes sur les services. Puis, il vous reste 30 secondes, M. Turcotte. Oui, je vais sûrement réussir à clore ce que j'avais à dire, mais en gros, ce que je voulais dire pour ce point-là, c'est qu'on connaît bien comment, dans les dernières années, l'augmentation promise des services de soutien à domicile n'a pas réellement eu lieu, mais on se dépêche très rapidement à élargir l'aide médicale à mourir. Et pour moi, on devrait ralentir l'élargissement de l'aide médicale à mourir si on ne sent pas qu'on est en mesure d'accélérer les services de soutien à domicile à la même vitesse. Merci beaucoup. On est dans le thème. Merci beaucoup. Et maintenant, merci, M. Turcotte. Maintenant, Mme Prasse, s'il vous plaît. À vous. Merci beaucoup. Juste commencer par moi-même, je suis maman d'un petit garçon avec un handicap, donc c'était un sujet qui était particulièrement sensible pour moi, de s'assurer premièrement que l'élargissement pour des personnes avec un handicap ne fasse pas en sorte qu'il y ait soudainement un préjudice envers les personnes avec un handicap, que l'aide médicale à mourir devient un alternatif de santé pour eux. Parce que pour nous, ce n'est vraiment pas le but du projet de loi. Pour nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'on reconnaisse plutôt l'aide médicale à vivre. Pas juste l'aide médicale à mourir, parce qu'il faut, comme les intervenants viennent de le dire eux-mêmes,
donner toutes les chances à une personne de s'assurer qu'il puisse vivre, pas juste mourir dans la dignité, mais vivre dans la dignité avec tous les soins et toutes les ressources dont ils ont besoin, dépendamment de leur situation. Donc, on avait une grande préoccupation à cet égard-là. Et je vous dirais même que ma collègue a présenté un amendement demandant à la ministre de s'assurer que tous les soins et les ressources ont été donnés à cette personne-là avant qu'on leur présente, avec la possibilité de l'aide médicale à mourir. Malheureusement, la réponse de la ministre, c'était bien évidemment, on ne peut pas faire ça, puis ça va prendre trop longtemps, puis on ne sait pas. Comme on dit en anglais, c'est du word salad. Donc, beaucoup de mots, pas beaucoup de fond. Donc, nous, encore une fois, comme je renchère sur les 2 interventions, notre préoccupation, c'est que ça ne devienne pas un alternatif de soins. Parce que vraiment, il faut que ça soit le dernier recours parce que la personne ait épuisé toutes les offres de soins dont ils auraient pu avoir besoin. Donc, vraiment, de s'assurer que, et comme le dernier intervenant vient de le dire, le gouvernement se hâte pour s'assurer que l'aide médicale à mourir est en place pour certaines personnes avec un handicap, mais ne semble pas avoir le même tempérament quand vient le temps d'offrir des services, soit dans les hôpitaux, soit des soins de domicile. Donc, pour nous, c'était une grande préoccupation, mais je vous dirais que les témoignages qu'on a entendus d'individus qui souffraient de différents handicaps neuromoteurs étaient vraiment déchirant, était vraiment touchant. Donc, autant qu'il y avait une préoccupation que tout le monde doit avoir les services qu'ils méritent, qu'ils doivent, il fallait qu'on se mette aussi à la place de la personne qui se dit, écoute-moi, c'est mon vœu, c'est la façon dont je veux mourir en dignité. Donc, c'était difficile comme décision, mais toujours la préoccupation étant que ce n'est pas une façon pour le gouvernement d'offrir une alternative aux soins. Il faut que tous les soins soient offerts et que l'aide médicale à mourir, comme j'ai dit, soit le dernier recours et la décision de la personne. Puis je vous dirais, si on avait le refaire, une chose que je regrette qu'on n'ait pas proposé comme amendement, c'est on voulait s'assurer que, justement, ça ne soit pas une infirmière, un médecin ne dise pas en passant, ben vous avez le choix de tel médicament, mais vous avez aussi le choix de l'aide médicale à mourir. Nous, on veut s'assurer que ça soit jamais, jamais, jamais offert comme choix quand il y a d'autres recours. Donc, je vous dirais qu'en repensant, on aurait dû présenter un amendement à cet égard et même mettre comme un crime parce que c'est proposer la mort à quelqu'un quand ils ont d'autres options. Donc, c'était notre grande préoccupation et j'espère que le gouvernement prendra sa place pour justement mettre tout en place pour que ça ne devienne pas une alternative aux soins. Merci. Merci beaucoup. Il vous reste encore 1 minute si vous voulez poursuivre, Mme Prasse. Oui, comme j'ai dit, comme les 2 messieurs ont dit qui ont été nommés sur le comité d'experts, au début, la définition du gouvernement qui avait été donnée, ou le terme, si vous voulez, c'était handicap neuromoteur. Et encore une fois, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de préjudice, un comité d'experts a été mis sur place pour venir se pencher sur une autre définition qui était finalement les maladies graves et incurables. Mais encore une fois, c'est ouvert à interprétation, dépendamment du milieu de la personne. Donc, nous, je comprends qu'on ne serait jamais arrivé à une définition que tout serait accepté, mais les mots comptent. Puis justement, avec ce projet de loi, plus que d'autres, les mots comptent vraiment. Donc, on a voulu s'assurer, encore une fois, que les définitions puissent être le moins large possible, justement pour que ça ne s'étale pas dans la communauté de toutes les personnes handicapées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très pertinent. Alors, merci, Mme Prasse. Et maintenant, M. Marissa, s'il vous plaît, à votre tour. Oui, merci. Merci aux collègues qui sont passés avant moi. Merci de l'invitation, même si ça se fait un petit peu de façon bousculée en ce qui me concerne. Entre les travaux parlementaires, le projet de loi 15, le caucus et le reste de la vie qui ne me laisse pas beaucoup de temps, mais c'est important pour moi d'être là aujourd'hui. Moi, j'ai siégé sur la 2e mouture de la commission, celle qui visait l'élargissement, notamment pour les cas de dégénérescence neurocognitive. Par la suite, c'est pas moi qui ai terminé parce qu'on n'avait pas eu le temps, rappelez-vous, là, en mai-juin 2022, on n'avait pas eu le temps de terminer avec Christiane Dubé parce que justement, on avait l'impression qu'on allait trop vite. Et avec regret, on avait décidé de repousser après les élections. Après les élections, donc, c'est pas moi, c'est Christine Labrie, ma collègue de Sherbrooke, qui a terminé le travail.
Et je pense que la première chose que je devrais dire, c'est toute mon empathie et mon affection à M. Gay qui a parlé tout à l'heure. Ça brise le cœur d'entendre des choses comme ça parce que pendant des mois et des mois, on a étudié en commission spéciale parlementaire l'élargissement de la loi sur les soins de fin de vie. Puis il y a une affaire qui était tout le temps là. Tout le temps, là, dans toutes nos pensées, dans tous nos travaux. Ça a été écrit, ça a été réécrit. J'ai participé à chaque mot de ce qui a été écrit là-dedans, là, que vous connaissez. Là. C'est des mois de travail. Là. Et toujours, on a gardé en tête que le dépit, ce n'est pas une maladie mortelle. On ne devrait pas mourir de situation de dépit, comme l'a si bien dit M. Fougerelos. Ça a toujours été dit, ça a toujours été dans notre préoccupation. Et d'entendre M. Gay aujourd'hui, je vais mesurer mes mots, là, mais j'espère qu'on n'est pas en train de trahir nos promesses ici. Là. Puis, c'est pas parce qu'on ne le savait pas. Là. Il n'y a personne qui va pouvoir dire qu'on ne le savait pas. On le savait, ça a été dit. On avait ça en tête. Il y a des gens qui sont venus nous voir en commission parlementaire qui nous disaient, par contre, par exemple, moi, quand je veux me retrouver en CHSLD, je veux mourir. Ce à quoi on répondait, je pense, avec une certaine raison, puis un certain regard, un certain recul. Être en CHSLD, ce n'est pas une maladie mortelle. Là. Je sais que ce n'est peut-être pas agréable, mais on ne peut pas, comme ça, distribuer la mort. L'État ne peut pas se mettre à distribuer la mort comme ça sous des prétextes qui ne sont pas purement médicaux et encadrés par la loi. Alors, moi, je vous invite, là, puis comme parlementaire, puis moi, je me sens une responsabilité là-dedans, là, comme parlementaire, je vous invite à documenter les cas de gens qui, dites-vous, ont choisi la mort par dépit, parce que c'est précisément ça qu'on ne voulait pas faire. Et on en entend parler, on a toutes sortes d'histoires qui courent, mais je vous demande, là, j'ai une demande à faire, là, c'est à moi de vous faire une demande, de nous documenter ça. Il ne faut pas que ça reste lettre morte, il ne faut pas que ça reste des anecdotes. On l'a dit, on l'a redit, puis on l'avait dit aussi pour le neurocognitif. Moi, je suis hanté par certains chiffres, par exemple, qui disent qu'en 2030, il y aura au-dessus de 300 000 personnes au Québec diagnostiquées avec Alzheimer ou démence. Imaginez que seulement 10 % de ces gens-là choisissent l'aide médicale à mourir de façon anticipée. Ça veut dire 30 000 personnes par année. Si c'est 20 %, c'est 60 000 personnes par année. On a une responsabilité, là, au-delà des chiffres là, qui sont un peu macabres, et je m'en excuse, on a une responsabilité comme législateur de faire en sorte que, oui, on donne un soin et parfois les gens en ont vraiment besoin aussi. Et puis parfois, c'est un choix raisonné, raisonnable, et c'est comme ça qu'on souhaite partir, notamment les gens qui sont en fin de course avec un cancer qui ne fait que détériorer leur qualité de vie. Ça va. Il y a des gens aussi qui sont atteints de maladies neurodégénératives qui voudraient pouvoir signer une demande anticipée. Je suis d'accord avec ça. Je ne vais pas renier ma signature et les travaux que j'ai faits là-dessus. Mais deux choses. Si on est en train d'envoyer du monde à la mort parce qu'on n'a pas de service, parce qu'on n'a pas eu le guts d'écrire ça dans la loi, puis moi aussi, j'en ai parlé pendant que j'étais à la commission, ben on est en train de trahir notre engagement. La deuxième chose, c'est qu'il est illégal au Québec d'offrir l'aide médicale à mourir front and center, pas passez-moi l'anglicisme. Il est interdit d'offrir cela comme seule option, ou même comme option. Ce que les médecins et le personnel traitant peuvent faire, c'est répondre aux questions. Bon, vous allez me dire que peut-être que ça vaut juste le papier sur lequel c'est écrit dans une loi, mais ça aussi, il faut documenter ces choses-là. Nous sommes au début de l'application de la loi. Je suis d'accord qu'on est peut-être allé un peu vite avec les handicaps. D'ailleurs, ça avait sauté dans la première mouture présentée par M. Dubé. C'est revenu après. Quant à moi, on ne va pas assez vite avec l'anticipé parce qu'on n'aurait pas à attendre Ottawa. Mais vous aurez tout mon soutien pour poursuivre vos démarches là-dessus et considérez-moi comme un allié. Merci beaucoup. On prend note des devoirs qui nous sont assignés, comme on s'en assigne réciproquement, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je vais demander à ma collègue Annabelle de vous transmettre des questions qui ont été envoyées par le public. Alors, Annabelle, je te cherche. Bonjour tout le monde. On n'a pas encore des questions du public via le chat. Si
ça pose problème, que certaines personnes veulent le prioriser la main levée, on peut faire une exception là, pour favoriser la participation. Mais je peux y aller d'une question qu'on avait développée en équipe en attendant. Si tu veux, Ariane? Oui, donc là, ça a été mis au clair là, que les différents experts avaient émis là, aux parlementaires plusieurs recommandations. Là, ensuite, la commission des relations avec les citoyens sur le projet de loi 11 n'ont pas retenu deux recommandations là, extrêmement importantes, soit l'obligation d'un délai d'adaptation raisonnable suite à un accident ou à un trauma avant de pouvoir être admissible à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est-à-dire d'attendre un délai, permettre une adaptation à la personne accidentée avant que cette personne-là soit admissible à l'aide médicale à mourir, ainsi qu'une équipe interdisciplinaire ainsi qu'un père expert puisse s'assurer de la non-réponse à des besoins essentiels. En fait, de s'assurer que ce soit pas ça la source de la demande d'aide médicale à mourir, soit le fait qu'il n'y a pas des services adéquats. Donc, que ce besoin-là soit analysé par une équipe interdisciplinaire puis des experts avant qu'une personne ayant des enjeux neurométriques puisse avoir accès à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est une question qui s'adresse aux parlementaires essentiellement. Pourquoi est-ce que vous pensez que ces deux recommandations-là n'ont pas été acceptées? Puis, comment est-ce que vous pensez qu'on peut agir en tant que citoyen, vous, en tant que parlementaire? Comment est-ce que vous pensez c'est quoi en fait les recours qu'on aurait pour faire en sorte que ces éléments-là soient pris en considération, là? Merci. Merci, Annabelle, pour ta question. Alors, en effet, nos deux parlementaires, Mme Prasse et M. Marissal, vont répondre et après ça, devront quitter. Il y a M. Turcotte qui suivra et M. Fougerolas. Mme Prasse, s'il vous plaît. Merci. Oui, nous étions déçus du refus du gouvernement pour ce qui est de la proposition que les personnes qui se retrouvent en situation d'accident et qui deviennent handicap neuromoteur n'aient pas le temps d'ajustement, si vous voulez, parce que, disons, un jeune dans la vingtaine, même dans la trentaine, qui a un accident, qui se retrouve par la suite en situation de paralysie, on comprend qu'il y a énormément d'éléments psychologiques et physiques auxquels il faut s'habituer. Donc, nous, ce qu'on disait, c'est qu'on aurait voulu qu'il y ait au moins 2 ans pour que cette personne-là comprenne leur situation, comprenne à vivre dans leur situation, comprenne les soins et les différents services qui leur sont offerts pour vivre dans leur nouvelle réalité. Parce que justement, on ne veut pas que les gens réagissent de façon anticipée, dans le sens, oh mon Dieu, ben là, ma vie vient de changer du jour au lendemain. Puis moi, je vois mon seul choix, ben j'ai pas envie de vivre comme ça. Je vais demander l'aide médicale à mourir. Mais il faut donner le temps à ces gens-là de comprendre leur nouvelle réalité plutôt que, encore une fois, que l'aide médicale à mourir devienne un alternatif de soins. Ça ne l'est pas. Donc, on a été très déçus, puis je vous avoue qu'on n'a pas vraiment reçu d'explication de la part de la ministre pour comprendre la raison pour laquelle elle ne voulait pas que l'amendement soit accepté. Et pour le deuxième amendement dont vous avez parlé, les équipes interdisciplinaires, mais comme j'ai dit tantôt, nous, on a voulu s'assurer que, justement, le travail de cette équipe serait de s'assurer que tous les soins disponibles aient été offerts à la personne. Donc, que, encore une fois, l'aide médicale à mourir ne vienne pas un alternatif aux soins. Et même, je vous dirais, on a voulu suggérer un amendement également pour s'assurer que les gens qui vont demander l'aide médicale à mourir puissent avoir une visite, un service psychologique avant, parce que énormément, il y a des gens qui disent, ben moi, je vais demander l'aide médicale à mourir parce que je ne veux pas être le problème de ma famille, je ne veux pas être la responsabilité de ma famille ou le système médical qui ne m'offre pas les services dont j'ai besoin. Donc, on veut s'assurer encore une fois que les gens font ça parce que ils se disent, je n'ai plus de recours, je n'ai plus de service, je suis arrivée malheureusement à la fin de la ligne, plutôt que dire, ben moi, je veux pas être un problème pour ma famille, je veux pas en rajouter.
quitter le système de la santé, rentrer dans un CHSLD. Je préfère mourir parce que je sais ce qui m'attend. Donc, encore une fois, très déçue de la part de la ministre parce que pour nous, c'est une question d'humanité. C'était une question de s'assurer que les personnes prennent un choix qui est informé parce qu'ils ont reçu tous les autres services et sont arrivés à cette décision d'eux-mêmes. Donc, on a été très déçus de la part de la ministre et son explication était, ben, ça prend beaucoup de temps. Ben, mieux prendre le temps avec la question de vie d'une personne que de faire ça de façon active et ne pas s'assurer que cette personne-là a tous les outils dont ils ont besoin pour bien arriver à cette décision-là. Merci beaucoup, Mme Prasse. Très pertinent, tout à fait. Monsieur Marissal. Oui, ce qui est curieux avec la nouvelle mouture de la loi qui a été adoptée le printemps dernier, c'est que le gouvernement est arrivé avec un délai de 2 ans pour quelque chose qui était essentiellement réglé, c'est-à-dire le consentement pour personnes qui ont une maladie dégénérative cognitive. Ça, c'était à peu près réglé. On avait fait pas mal ce travail-là. Et les balises me semblent assez solides. Probablement perfectibles, mais solides. Puis, par ailleurs, là, on s'est donné 2 ans de plus. C'est arrivé la dernière journée de l'étude du projet de loi dans un amendement que personne n'avait vu venir. En plus, ça cassait un peu le principe de collégialité qui a toujours guidé les travaux. Depuis Véronique Yvon et puis depuis toujours, en fait. Ça a toujours été un dossier transpartisan qui fonctionnait par grande collégialité et par beaucoup d'empathie. Il y a eu une manœuvre politique là qui était déplorable assurément et qu'on déplore encore. Et par ailleurs, on a accéléré sur quelque chose dont on n'avait pas fait le tour. C'est-à-dire, par exemple, situation de handicap. Je le répète, M. Dubé l'avait enlevé dans la première mouture de son projet de loi. C'était même, en bon français, là, un non-starter. On y avait dit à ce moment-là, tu es arrivé avec ça dans ton préambule de projet de loi au printemps 2022. C'était pas sur le radar. Si tu n'enlèves pas ça, on ne joue pas dans ce film-là. Alors, c'est curieux la position qui a été prise, mais il y a 2 choses, là. On peut parler du besoin que les gens soient bien reçus, qu'ils aient le temps, qu'ils soient bien soignés. Mais si on ne se donne pas les restrictions légales de s'assurer de donner les soins, ce qui a été refusé aussi. Puis regardez, je suis dans le projet de loi 15. J'en ai par-dessus la tête du projet de loi 15. Je ne sais pas combien de fois j'ai amené des amendements dans les 3 derniers mois, justement pour dire ça. Ça prend, dans tous les cas, d'avoir le personnel nécessaire, d'avoir les soins, d'avoir les budgets nécessaires pour fonctionner. Sinon, tout ce qu'on écrit dans cette loi-là, ça ne vaut même pas le papier sur lequel c'est écrit. Et c'est systématiquement refusé parce qu'évidemment, le gouvernement s'attacherait les mains comme ça puis serait tenu responsable de ne pas être capable de livrer. Je termine là-dessus. Là. Il y a quelque chose d'encore plus horrible là-dedans. Là. Puis ça a été dit aussi. Là. Parfois à mot couvert, parfois très crûment. Il y a un éléphant dans la pièce ici. Là. L'aide médicale à mourir, là, ou les soins de fin de vie, là, ça ne doit pas être une gestion de lit. Ça ne doit pas être une gestion budgétaire de lit. Ça n'a jamais été ça. Mais on le sait que ça pourrait devenir tentant à un moment donné de précipiter certaines décisions parce qu'il y a des cas qui sont très, très lourds, qui coûtent très, très cher dans le réseau. En plus, on n'a pas les ressources. Mais ça, j'accepte pas ça. Le deal qu'on avait là, avec la population en allant de l'avant avec ça, là, c'est qu'on n'allait pas là. On n'allait pas là. Alors, comment vous faites? Restez mobilisés, faites ce que vous faites aujourd'hui, continuez de nous alimenter de toutes les façons possibles. Le projet de loi 15, il est là, puis il est là pour un grand bout de temps. Je vous promets, on n'adopte pas ça la semaine prochaine. Là. Il y a moyen de rentrer des trucs ou d'essayer de rentrer des trucs sur les soins de fin de vie si on est capable de les rentrer dans le projet de loi ou en tout cas de refaire le débat si besoin de refaire le débat. Pour le reste, continuez de documenter, comme je vous l'ai dit. Moi, je pense que c'est la clé parce que tout ça est quand même relativement nouveau. Puis on va avoir besoin d'avoir des données empiriques fiables là-dessus. Merci. Merci beaucoup, M. Marissal. Il y a notre directeur général qui voudrait intervenir avant que vous quittiez Mme Prasse et M. Marissal. Donc, M. Ozelaya, quelques mots et après ça, on ira avec M. Turcotte et M. Fougerolas.
Oui, tout à fait. C'est malheureux que vous deviez quitter. On comprend quand même vos engagements, mais nous aimerions quand même pouvoir vous rencontrer suite à la fin de ces webinaires que nous avons, afin de vous pouvoir transmettre effectivement c'est quoi les souhaits de la plupart des gens qui se sont exprimés. Nous, cela, ça fait partie d'une démarche systématique. Afin de pouvoir apporter le plus de changements. Puis, merci d'avoir partagé vos points de vue. Nous espérons quand même que vous serez solidaires de nous dans les démarches qu'on va faire aussi à venir. Et bien sûr, Mouvement Québec a déposé ses recommandations au projet de loi 15. Vous les avez reçues en juin, un premier document, en juin, une première réaction, je vous dirais, des grandes lignes. Et en septembre, on a au-dessus de 50 recommandations au projet de loi 15 qui vous ont été envoyées, des recommandations qui touchent plusieurs articles. On a travaillé avec beaucoup de minutie là, à décortiquer. M. Fougerolas a participé aux travaux de l'élaboration de ces recommandations-là et d'autres partenaires aussi. Alors, merci beaucoup pour votre présence. On va continuer avec M. Turcotte et M. Fougerolas. Oui, pour poursuivre peut-être dans ces points-là, moi, je veux aussi peut-être faire du pouce sur la suggestion de M. Marissal de vous encourager à documenter ces événements-là qui peuvent se produire, là, que ce soit des gens qui se font offrir l'aide médicale à mourir explicitement comme une mesure, là, comme ça a été souligné, ce n'est pas permis de le faire, mais ça peut arriver même si ce n'est pas permis. De documenter des circonstances de gens qui vont avoir recours à ça, ne serait-ce que pour avoir un profil parmi vos membres, puis peut-être que d'autres organisations font déjà ça, d'autres organismes. Là, je pense que dans le réseau du handicap, tout le monde a été un peu préoccupé par la possibilité que ça devienne une avenue comme ça. Fait qu'en tout cas, je pense que pour la suite des choses, ça serait bien peut-être de créer ce réseau-là d'information pour que l'information circule entre les organismes puis que ça puisse mettre du poids là, à ces demandes-là. Je pense que si on revient à la question de départ sur pourquoi ces éléments-là n'ont pas été retenus, en tout cas, je pense que moi, je n'ai pas la réponse, mais je peux sans doute contribuer sur pourquoi on insistait pour l'importance que ça fasse partie du projet de loi, puis aussi une autre des mesures qui étaient demandées par la plupart des groupes de défense des droits des personnes handicapées, c'était la présence demandée et systématique d'un père expert, donc une personne qui viendrait entendre et soutenir la personne qui fait la demande tout au long des étapes. Puis ça, je pense que c'était une demande non seulement légitime, mais absolument nécessaire pour prévenir des dérives quand la personne elle-même est dans une situation de faire cette demande-là. Évidemment qu'on peut s'imaginer qu'elle n'est pas dans un état de penser à toutes les choses et toutes les questions qui nous viennent. On est déjà dans un état où on oublie toutes sortes de questions quand on va voir le médecin pour des choses très banales. Donc, quand on va voir le médecin pour une demande d'aide médicale à mourir, là, la quantité de choses qui nous sortent de l'esprit quand on est devant cette rencontre-là est encore plus grande. Fait que la présence d'un père expert qui a vécu, qui a traversé des épreuves durant sa vie pour conseiller, fournir des informations. Puis là, Patrick, je suis certain qu'il pourra compléter parce que c'était une des demandes explicites que le RIPPH avait fait. Ça, pour moi, c'était fondamental pour prévenir des dérives. La durée du délai, je pense que ça, si c'était compliqué d'établir un délai fixe pour le mettre dans la loi, bon, est-ce que c'est que le nombre de temps précis ne pouvait pas être écrit, mais de considérer que la personne qui vient de vivre un traumatisme, par exemple, après un accident, puis qu'elle a une blessure médulaire, bien, lorsque l'accident vient d'arriver, on est déjà en train de se remettre en question sur le sens même de notre existence parce que ça change les plans qu'on avait pour la vie. On fait des deuils importants et c'est clair que quand ça vient de se produire, il peut nous arriver l'idée
on n'aura pas de ressources suffisantes pour maintenir une dignité dans les jours et les mois qui vont venir, que ça va bousculer la vie de nos familles, etc. Donc, tout ça, quand ça arrive, c'est au-delà de ce que quelqu'un peut parfois tolérer. Donc, c'est sûr que l'idée le désir de mourir à ce moment-là peut émerger et faire surface, mais en même temps, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sera le souhait immédiat pour la personne. Puis je pense que c'est totalement prévisible que ce désir-là va s'atténuer à mesure que la personne va connaître les ressources dont elle pourrait bénéficier, que son réseau va finalement s'ajuster à la situation aussi. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi. Tu sais, moi, je parle aussi avec mon chapeau d'ergo en réadaptation. Les ergos en réadaptation, des gens qui viennent, qui sont dans un état de grande détresse au début, dans les premiers mois, quand l'accident vient de se produire, puis qu'au fur et à mesure que le temps passe, la personne va reconnaître un peu des points de stabilité, va reconnaître des repères, avoir des nouveaux types de services, des ressources, puis éventuellement, la situation va se stabiliser. C'est sûr que ça prend un certain temps, puis je pense que pour moi, c'était nécessaire que ça se retrouve là. Fait que on n'avait pas très bien compris pourquoi c'était pas là. Puis pour nous, je pense que Patrick pourra compléter là, parce qu'il y avait entre autres beaucoup insisté pour que ça figure là, dans le projet de loi. Ouais. Merci, oui, tout à fait. Alors, bien à propos, justement, M. Fujirola, si vous voulez compléter, ou aller de l'avant avec votre position. Oui, tout à fait. Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est dans une mentalité, dans des représentations sociales sur lesquelles on lutte depuis des décennies, où on associe le fait d'avoir des déficiences, des incapacités, un handicap en général, à une vie qui n'a pas de valeur. Et c'est partagé à la fois par les soignants, hein, on peut dire, mais aussi par la population et bien sûr par les personnes qui subissent un accident qui va les mettre, qui va complètement, finalement, désorganiser, détruire l'image d'elles-mêmes et leur idée sur la suite. On le sait tous, c'est quelque chose qui est à la base de la réadaptation. Donc, cette notion de réadaptation et de délai raisonnable, elle est fondamentale. Et tel que ça a été dit, c'est-à-dire, c'est pas l'idée de mettre un temps minimum, un temps en tant que tel. Ça peut être bien entendu nuancé selon les situations, mais on devrait au moins faire mention d'un processus de réadaptation jugé finalisé par la personne elle-même en particulier. Donc ça, c'est un élément fondamental. Donc, on est dans un changement de paradigme. Comme je le disais tout à l'heure, les soignants, les médecins ne sont pas formés à l'approche sociale du handicap. Et bien entendu, le fait de donner une aide médicale à mourir, c'est un soin. Mais l'admissibilité n'est pas reliée à une question purement médicale. Comme on l'a vu, c'est un contexte complet. Une personne ne peut pas être réduite à sa déficience. Elle a une identité. Donc, toute la question de l'intersectionnalité, de la prise en compte d'autres variables comme la violence qui est vécue, par exemple, par les femmes en situation de handicap, tous ces éléments-là doivent être tenus en ligne de compte. Le fait, comme on l'a dit, que les personnes se considèrent comme un fardeau pour leur famille, on n'arrête pas de nous dire que tout coûte cher. Donc là, on est pris dans une situation où finalement les options n'existent plus, hein, et donc cette aide médicale à mourir vient vraiment amener un raccourci. Et moi, je l'entends beaucoup. En tout cas, je pense que Amémo Québec et puis Walter l'a dit aussi, il y a énormément de situations. On entend beaucoup de situations où l'aide médicale à mourir est offerte. Et par exemple, la semaine dernière, une personne était aux soins intensifs avec une problématique d'urgence qu'elle ne s'attendait pas, où elle va devoir
utiliser un respirateur et on lui demande, et heureusement son frère était là parce que sa mère n'était pas là, on lui demande si voulez-vous vivre. Imaginez, hein, on est aux soins intensifs dans une situation où la personne ne peut pas respirer, on discute si on va l'intuber ou quoi, mais on lui demande si elle veut vivre. Donc, il y a quelque chose là complètement inacceptable. Ce que je voudrais dire aussi, quand on ne parle pas juste de soins, il faut parler de transport adapté, il faut parler d'habitation, il faut parler de ressources financières, il faut parler de proches, est-ce qu'il y a des proches aidants? Donc, tous ces éléments-là doivent être pris dans un ensemble et ne peuvent pas être statués uniquement sur un point de vue de souffrance qu'on voit qui dépasse de beaucoup la notion de douleur évaluée, mais qui inclut la souffrance existentielle, expérientielle des personnes. Et c'est pour ça, justement, que la notion de père expert, c'est un principe de précaution fondamental, bien sûr avec d'autres membres d'une équipe qui connaît la personne ou qui est capable de la guider. Et là, on retrouve donc dans le projet de loi la notion de père aidant. Et pourquoi on a posé la question? Parce qu'on a eu la chance avec le groupe d'experts d'avoir quelques réponses. On nous a répondu, ah ben on ne pouvait pas mettre père expert parce qu'il y a déjà des patients experts. Alors, non seulement tout le raisonnement du groupe de travail a été, comment dire, amputé de sa partie justement du modèle social, hein, parce que toutes les questions de définition ont été réglées, mais très franchement, par rapport à la situation actuelle au niveau du Québec, je me demande si on ne devrait pas parler maintenant de moratoire pour la mise en œuvre du projet de loi. Et le mouvement aussi a fait des demandes au niveau des ministres d'états généraux sur l'accès aux services, autant du soutien à domicile que l'ensemble des autres services qui sont extrêmement détériorés actuellement. Et moi, je considère qu'on je vous demande une petite pause, M. Fougerola. On sait que M. Turcotte devra quitter et M. Walter Zelaya aimerait intervenir et on aura le plaisir de vous poser des questions, M. Fougerola, et d'ouvrir une discussion plus circulaire. Restez avec nous. Monsieur Zelaya, s'il vous plaît, allez-y. Oui, tout à fait. Merci, Ariane. Merci, Patrick et Pierre-Luc, pour nous éclairer, nous donner vos points de vue. La question de moratoire, nous, ça nous pose, moi, en tout cas, un certain problème. Je pense que peut-être qu'on pourrait saluer M. Turcotte avant ton intervention. Walter, veux-tu saluer M. Turcotte? OK, oui, bonjour. Merci. Merci, M. Turcotte. Là, je vois votre message. Si je peux soutenir là, des démarches de quelconque façon, vous savez où me joindre. Certainement, on compte un allié en vous. Merci beaucoup. Bye-bye, au plaisir. Merci encore d'avoir été là. Pardon, Walter, vas-y. Et puis après ça, on ouvrira différemment là, les échanges. Vas-y, Walter. Allez-y, Walter. Tout à fait. Mais au fait, moi, l'interrogation qu'il y a face au moratoire aussi, c'est qu'on pénalise une autre partie de la population. Tu comprends? Il y en a des gens qui font quand même appel à l'aide médicale à mourir pour que leur situation est soutenable, peu importe le contexte, peu importe leurs souffrances sont trop, malgré s'ils peuvent avoir des soins et tout. Alors, au moratoire vient aussi pénaliser cette partie-là. Et je dirais que c'est là où souvent on se sent déchiré. Comprenez-vous? C'est comme si nous, on dirait, écoute, pas nécessairement moratoire, mais nous, on voulait s'assurer que l'aide médicale, effectivement, qu'il y ait une amélioration de l'aide médicale à mourir et laquelle ne peut pas se faire s'il n'est pas accompagné d'une aide médicale à vivre. Pardon. Il
il y a de quoi qu'on devra faire là-dessus parce qu'il faudrait qu'on s'assurer qu'on ne pénalise pas non plus ceux qui sont en attente, comprenez-vous, et que tout va bien. Et de notre côté, il faudrait qu'on s'assure qu'on n'échappe pas du monde, qu'il n'y en a pas des gens qui partent parce qu'ils sont déjà comme trop écœurés, puis voilà. Et un dernier point là-dessus, c'est qu'il manque tout un travail de sensibilisation parce que n'importe qui, au niveau du, pas n'importe qui, mais beaucoup de monde dans le réseau de la santé, dont on dirait leur opinion personnelle. Comprenez-vous? Des intervenants pas de mauvaise foi, souvent de bonne foi, mais ne savent pas l'impact que cela peut avoir, comprenez-vous? Donc, on a eu des cas, effectivement, où l'intervenant, puis je pense que ce n'était pas fait par méchanceté, ni loin de là, puis il a dit, as-tu pensé à l'aide médicale à mourir? Comprenez-vous cette question-là? Et l'autre élément, pour nous, c'est extrêmement grave de dire qu'on ne donne pas un espace, un certain temps, par exemple, pour les accidentés graves, notamment, avant d'avoir accès. Pourquoi? Parce qu'on sait que n'importe qui, quand il encaisse un coup dur dans leur vie, ben voilà, c'est normal qu'au niveau émotif, on décide qu'on mourir. Mais nous avons énormément de témoignages de gens qui nous disent, écoutez, là, dans une période critique, oui, j'ai failli mourir, mais maintenant, je ne changerai plus ma vie. Je ne voudrais même plus marcher. Je suis bien comme je suis. Comprenez-vous, il y a toute cette réalité-là et dans lesquelles, à mon avis, il y a encore des choses importantes à faire. Donc, ce qui me semble clair, c'est que la loi telle qu'elle est actuellement, il y a des trous trop importants qui peuvent affecter les gens avec qui on travaille. Mais de notre part, fermer complètement, ça pourrait aussi pénaliser notre partie. Merci, je voudrais entendre tes réflexions, Patrick, puis d'autres personnes là-dessus. Merci. Merci, M. Zelaya. J'ai vu que Marie-Blanche Rémillard, notre présidente, avait levé la main. Est-ce que c'est encore le cas, Mme Rémillard? Non, je me suis trompée dans mes icônes. Bon, d'accord. Alors, M. Fougerola, nous serions bien intéressés là, à entendre votre avis là, sur ce que M. Zelaya a apporté. Et à la suite de votre intervention, on pourra, je regarde là, on pourra entendre une autre question de la part du public que Annabelle pourra nous présenter. Alors, M. Fougerola, et ensuite de ça, la collègue Annabelle pourra nous présenter deux autres questions. On vous écoute. Votre micro. D'abord, je pense qu'il y avait une demande là pour clarifier ce qu'on entend par moratoire. En fait, c'est un délai dans la mise en œuvre d'une partie de la loi ou d'un article. Et c'est pour ça que c'est un peu ma réponse à Walter, c'est-à-dire que là, on parle de la mise en œuvre, de l'ouverture de l'admissibilité aux personnes qui ont des déficiences physiques là, graves et significatives, là, telles que ça a été dit. Et bien entendu, tous les autres critères demeurent en place par rapport aux questions de souffrance et tous ces éléments-là. Hein. Donc le point, effectivement, c'est de ne pas avoir de pénalité pour personne, mais il faut quand même penser qu'au départ, on parlait de la fin de vie. Ici, on ne parle plus obligatoirement de la fin de vie. Hein. Donc, c'est quand la personne n'a pas obligatoirement une échéance vitale. Et c'est ça qui est problématique, parce que les personnes qui sont vraiment en processus de fin de vie, même accidentés, effectivement, il ne faut pas les pénaliser. Maintenant, il me semble qu'il faut comme secouer un petit peu les choses actuellement, là. C'est comme si on n'avait pas de prise de conscience que le système de santé et de services sociaux, et en particulier les services sociaux, se sont détériorés à un tel point au Québec que ça devient vraiment extrêmement difficile pour tout le monde de pouvoir ne serait-ce que vivre son quotidien, avoir les assistances personnelles, les ressources. Et encore là, par rapport à la question initiale, j'insiste sur le fait
d'élargir, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de santé, c'est bien entendu les services sociaux, mais c'est l'ensemble des soutiens à la participation sociale des personnes qu'il faut mettre en lumière. Et ça, c'est inhérent au modèle social et non plus médical. Il faut comprendre le contexte. Si on est sur la côte nord, ça va être différent de Montréal, ça va être différent si on est autochtone, tous ces éléments-là doivent être compris, mais ils ne sont pas compris actuellement. Donc, une formation de base au modèle social devrait être obligatoire pour les médecins et les infirmières et les équipes de soutien. C'est quelque chose d'extrêmement important. On a vu pendant le COVID, avec les grilles d'évaluation, que le simple fait d'être dans un fauteuil roulant et de ne pas pouvoir satisfaire les actes de vie quotidienne était considéré comme un motif éventuellement de non-réanimation pour la COVID. Donc, on fonctionne avec des échelles qui sont complètement inadéquates par rapport à l'exercice des droits humains et des états généraux devraient être mis en place pour examiner cette question et voir que actuellement le gouvernement, la loi de santé et services sociaux ne garantit plus du tout l'accès aux droits et le fameux article qui dit dans la mesure de la disponibilité des ressources fait que ces acquis-là de 10, 20, 30, 40 ans sont complètement battus en brèche et actuellement les droits humains des personnes en situation de handicap ne sont pas respectés. Et on est en porte-à-faux avec la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et le Québec et le Canada sont actuellement en contrevenant par rapport à cette loi internationale obligatoire pour laquelle ils se sont engagés. Merci beaucoup, M. Fougerola. En effet, là, vos interventions, vos informations sont très pertinentes pour justement nourrir nos réflexions sur ces sujets. On a des questions du public qui vous sont adressées et j'aimerais aussi interpeller M. Zelaya pour aussi, lui aussi, répondre à ces questions du public. On en a deux que Mme Annabelle Grenon-Fortin a préparées, donc pour vous adresser à vous. Et M. Zelaya aussi, là, ça serait bien agréable si vous pouviez, vous aussi, pouvoir vous prononcer. Alors, Annabelle, je ne te vois pas. On se tutoie entre collègues de défense de droit, une équipe tissée serrée. Annabelle, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Alors, M. Fougerola, vous avez abordé là, plusieurs services pour les personnes en réadapte, comme pour les personnes lésionnés divers qui sortent de réadaptation et qui sont le nerf de la guerre là, pour enrayer le recours à l'aide médicale à mourir par dépit. On aurait donc certaines questions par rapport à ça. Donc, la première question, on voudrait savoir quels moyens, quelles suggestions vous auriez pour nous, de même M. Zelaya, pour en fait faire augmenter ces services-là dans le réseau public, comme dans la multitude des réseaux que vous avez abordés, M. Zelaya, vous avez parlé de transport, vous avez aussi parlé là, de différents cadres qui pouvaient influencer les services dont on avait besoin. Sinon, on souhaitait savoir si, là, en tant que chercheur, vous saviez s'il y avait des données disponibles quant au nombre de personnes qui, en situation de désespoir terminal, plutôt que de situation terminale, on aime le jeu de mots, puis qui ont fait le choix là, de recourir à l'aide médicale à mourir. Est-ce que c'est clair? Donc, comment augmenter le nombre de services, puis est-ce qu'il y a des données disponibles là, des personnes dans cette situation-là qui ont pris le choix de l'aide médicale à mourir par vie?
Pour augmenter les services, je vous dirais que c'est de continuer à faire ce que nous faisons. Je vous dirais qu'il y a des périodes de la société, moi je considère des périodes de la société dans lesquelles ils se font des avancées significatives. C'est un concours, une prise de conscience, des choses qui sont sur la place publique. On dirait que des gens qui sont prêts, qu'il y a une volonté politique, il y a des périodes qui sont plus difficiles, puis on travaille beaucoup à sauvegarder les acquis. Comprenez-vous? Parce qu'il y a toute une remise en question des programmes sociaux. Il faut savoir qu'en arrière de ça, c'est des intérêts qu'il y a en arrière de ça sur une vision de la société. Il y en a des gens qui considèrent que ça devrait être chacun pour soi, que l'État devrait être très petit et que plutôt chacun pour soi, puis que finalement, c'est un peu la charité, un peu les bien vouloir, la philanthropie seulement qui devrait venir combler donc les besoins collectifs. Ce sont des choix sociétaux, si vous voulez. C'est ça qui beaucoup, on voit dans beaucoup des États aux États-Unis qui se font. Et à l'intérieur de nos partis politiques, il y en a des gens, il y en a des politiciens qui croient à ça et qui croient que ça, c'est la solution, qu'ils pensent que la société, une société dans laquelle chacun pour soi, un individu, mais ça développe finalement la compétitivité, ça développe finalement la créativité, puis ça développe. C'est un modèle qui est là, qui est instauré, puis qui s'est très bien implanté, si vous voulez. On a d'autres que nous croyons que, et je m'inclus là-dessus, puis je pense qu'il y a tout un mouvement dans lequel nous croyons que non, que tout ce que sont les services sociaux fait partie des responsabilités de l'État et que nous avons besoin d'avoir un État fort justement pour équilibrer finalement, pour faire en sorte que répartir d'une certaine manière la richesse, puis d'une certaine manière aussi s'assurer donc que les plus vulnérables de la société aient quelque chose. Et finalement, c'est donc qu'ils ont besoin pour fonctionner dans la société. Alors, on parle de loin et à l'intérieur de ça, ça se traduit par des politiques de manière concrète. Donc, notre travail à l'intérieur de ça, c'est de pouvoir refléter comme association, indépendamment de ça, c'est quoi les impacts quand ils prennent cette décision-là, d'une part. Et donc, nous continuons à travailler pour d'une part, ça a toujours été clair, pour améliorer les services sociaux, que ce soit des services universels pour tous, que ce soit riches ou pauvres ou personnes très lourdement handicapées, au moins tout le monde devrait avoir accès à des services adaptés à leurs besoins. Donc, on continue à travailler. Nous, la seule chose pas la seule, mais les éléments qui pour nous sont importants, c'est donc la sensibilisation, c'est de sensibiliser les gens. Des fois, il faut que nous-mêmes, on sensibilise nos membres, les personnes, parce que souvent, on peut s'imaginer qu'en adoptant, souvent, on parle des gens qui disent « Ah oui, moi, je préfère qu'on privatise parce que si on privatise, voilà, ça va devenir plus vite de pouvoir aller payer. Puis finalement, je sors. » On oublie des fois que si c'est là, on le fait, d'une part, il va en avoir dans un moment donné où la carte de crédit a des limites et d'une autre part que des gens n'ont pas les moyens nécessairement d'y aller et donc il y a une inéquité qui se crée. Alors, c'est des choix qu'on doit faire. Nous autres, quant à nous, on suit les orientations de nos membres et en fonction de ça, je vous dirais qu'on s'est fait un devoir de travailler justement pour que les services, pour les consolider et pour militer finalement pour faire connaître ces réalités-là que les personnes vivent. Les politiciens aussi, il ne faut pas croire que souvent, ce qui arrive, ils sont hyper occupés. Vous avez vu les gens qui sont venus là, ils sont restés en bout avec nous, ils s'en vont dans une autre réunion, ils sont souvent à la course. Donc, donc il faudrait que c'est notre travail à nous autres de les sensibiliser, de s'assurer qu'ils sont véritablement à l'écoute des populations et des besoins. Alors, je vous dirais que c'est ça, c'est pas des solutions nécessairement, que je vous dirais précises par rapport à ça, mais c'est des grandes orientations, à mon avis, dans lesquelles on doit s'intéresser finalement par nos programmes. Ce n'est pas juste quand ça nous touche personnellement, on doit nous assurer que quand il y a un programme qui se coupe, quand il y a quelque chose, quand on parle de compression, par exemple, souvent c'est dans les programmes qu'on va les couper. Donc, de faire attention à cela. Merci. Merci, M. Zelaya. M. Fujirola, sur les questions, est-ce qu'il y a de la documentation qui dénombre ces situations qu'on dénonce et comment est-ce qu'on peut augmenter les services?
Sur la question du nombre, il n'y a pas de données parce que il y a très peu de données là, je veux dire, ventilées sur les personnes. Et c'est une demande aussi qui avait été qui est faite là qui avait été faite par le groupe de travail, en tout cas dans nos réflexions, sur le fait d'avoir effectivement des données. Mais souvent, les données sont purement des données diagnostiques aussi. Et donc, on n'a pas les conditions dans lesquelles les gens ont demandé l'aide, hein, donc ce qui les a amenés, les motifs et tout cela. Alors, c'est quelque chose à faire. Ce qu'il faut se dire, par contre, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est l'accélération des demandes et qu'on en est maintenant à 7% des morts au Québec qui sont dus à l'aide médicale à mourir. Je suis anthropologue, hein, et puis je me dis, c'est quoi ce désir de mort qu'on rencontre au Québec actuellement? Est-ce que si on se remet en contexte, il faut se dire que depuis la pandémie, la population en situation de handicap a été invisibilisée. Et pour trouver des solutions, bien sûr, les solutions elles sont amenées par le mouvement, mais on n'a pas d'écoute actuellement. Et quand on parle des services sociaux, par exemple, on a un ministre qui est complètement absent, Lionel Calment, on ne le voit pas dans le dossier des personnes handicapées. Donc, il y a cette volonté politique, mais il y a surtout que les grandes avancées au Québec, elles ont été faites parce que le mouvement de défense de droits, puis là, il faut le faire dans une alliance large, hein, des personnes en situation de handicap, ont provoqué des moments comme au début des années 80, autour après d'à part égale, d'à part entière. Il y a eu des grandes réflexions, des forums, qui ont permis de faire avancer les choses. Et je pense qu'il faudrait utiliser, en tout cas c'est mon avis, hein, très personnel, mais je pense qu'il est partagé pour beaucoup, l'aide médicale à mourir pose actuellement une question éthique et de responsabilité de l'État et de toute la société qui est telle qu'on a peut-être là le motif pour exiger des états généraux sur toute la situation actuelle de soutien, d'assistance et de ressources aux personnes en situation de handicap et de le faire assez rapidement. Bien entendu, c'est quelque chose qui doit être préparé, mais qui doit être fait pour éclairer justement le contexte dans lequel on est en train de mettre en œuvre une loi. L'autodétermination et le droit de décider de sa fin de vie est un droit humain tout à fait fondamental. L'autodétermination est au cœur de la philosophie des droits humains des personnes en situation de handicap, mais l'autodétermination n'est possible qu'avec des informations éclairées et un ensemble d'alternatives. Si vous n'avez pas d'alternative, vous n'avez pas d'autodétermination. Merci beaucoup. On parle de moratoire, on parle d'états généraux sur l'aide médicale à mourir ou les soins de fin de vie. On a aussi parmi nos... Sur les trous de services, sur la détérioration des services et pas simplement santé, services sociaux généraux. Tout à fait, états généraux. En fait, on a aussi là, parmi des partenaires, on parle aussi d'états généraux sur les soins et le soutien à domicile, qui sont un grand besoin aussi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose dont on parle. Alors, voilà. On aurait une autre question. Tu me permets juste d'ajouter effectivement quelque chose là-dessus. C'est une demande qu'officiellement, même au Québec, a faite
et a présenté un parti d'opposition à Québec solidaire pour qu'il soit porteur. On a demandé ça à Mme Labrie lors d'un échange qu'on a eu avec elle. On a, juste pour vous dire, question transparente, on a convoqué les différents partis politiques pour discuter de la question du soutien à domicile. On a eu une rencontre avec elle et donc de cette rencontre-là est sorti de dire ça nous prend quelque chose au niveau du soutien à domicile. Juste te dire, Patrick, officiellement par lettre, on a demandé même au Québec avec plusieurs autres organismes justement de tenir des états généraux sur le soutien à domicile parce qu'on considère pour les personnes en situation de handicap, parce qu'on considère que c'est un enjeu extrêmement important qui est au cœur de plusieurs éléments, plusieurs décisions et qui a un impact donc notamment sur l'aide médicale à mourir. Merci. Alors, justement, miser sur l'aide médicale à vivre. C'est ce qu'on réclame c'est ça. aussi. Mais il faut être capable, quand on est à domicile, de sortir aussi. Donc, le soutien à domicile, je le vois très bien comme une question centrale et tu as entièrement raison. Mais il faudrait avoir dans ce forum ou dans une ouverture sur les autres programmes qui font les participations sociales. Nous en prenons note. Nous avons une autre question du public et je vois aussi une main levée. Et on a 15 minutes à peu près là, de temps là, qui se libère. Alors, je vais prendre la question du public qu'Annabelle va nous apporter. Monsieur Fougerola, vous allez être invité à y répondre en 3 minutes. Et après ça, je vais inviter la personne qui s'est nommée comme Pounan01 à prendre parole. Et si une ou deux autres personnes voulaient prendre la parole, merci de lever la main. Je vais pouvoir vous donner la parole par la suite. Alors, Annabelle, s'il vous plaît. Donc, la question concerne les personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide médicale à mourir, parce que là, on a abordé beaucoup là, comment le manque de services pouvait être l'origine d'une demande d'aide médicale à mourir, mais on souhaiterait quand même aborder aussi, lorsque ce choix-là est fondé, puis quand les personnes avec des enjeux neuromotrices souhaitent y avoir accès mais ne l'ont pas, puis se tournent vers des suicides là, par d'autres méthodes, que ce soit overdose ou, bon, je laisse ça va être imagination, là, je n'ai pas énuméré les différents éléments qui sont dans la question, mais on voulait savoir, ces personnes-là, c'est qu'est-ce qu'on leur conseille à court terme, là, mis à part les demandes de moratoire ou d'états généraux qui sont très politiques, qui demandent beaucoup de temps. La personne sur le plancher des vaches, là, qu'est-ce qui s'offre à elle, d'après vous, comme mesure? Merci. Monsieur Fougerola, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'offre à elles quand elles sont isolées dans des situations désespérées, comme les personnes adultes qui sont actuellement institutionnalisées parce qu'elles ne peuvent pas avoir. À partir de 30 heures semaine, on commence à proposer aux gens d'aller en CHSLD. Alors, c'est difficile de répondre à votre question parce que individuellement, ces personnes-là ont peu de recours et elles sont isolées. Et le seul moyen, ce serait d'améliorer, justement, de répondre à leurs besoins et justement de mettre fin à l'institutionnalisation en centre d'hébergement de manière définitive pour les personnes en situation de handicap. C'est pas une solution. Alors, moi, de ce côté-là, c'est uniquement la voie politique. On n'est pas en mesure de soutenir. Bien entendu, ces personnes-là, elles ont tous les processus de plainte à leur disposition. C'est extrêmement lourd et difficile à réaliser et même à obtenir gain de cause. Donc, de ce point de vue-là, à mon avis, la solution, elle est collective et elle est politique. Nous en prenons note. Et justement, on a travaillé.
pour vous remettre en contexte, messieurs, dames, avec M. Fougerola et d'autres partenaires, on a analysé le projet de loi 15 et on s'est arrêté beaucoup sur les processus de plainte, les comités d'usagers, les comités aviseurs, pour qu'on puisse avoir, pour qu'il y ait un espace de parole formel pour les personnes en situation de handicap, afin qu'elles puissent proposer des recommandations, porter plainte, témoigner de la réalité terrain auprès des décideurs et des gestionnaires. Donc, ça fait partie aussi de moyens qu'on veut voir dans notre système de santé, des moyens formels pour que les personnes en situation de handicap aient droit de parole et puissent participer aux décisions qui les concernent. Alors, merci, M. Fougerola, d'apporter justement là, cet élément-là. Là. Oui. De là toute la question des pairs experts, et il y aura une grande pertinence justement dans les milieux d'hébergement d'avoir des visites ou la possibilité de référer à des pairs experts. Merci. Je prendrai l'intervention de Mme Pounan. Peut-être vous présenter, s'il vous plaît, avant de présenter votre intervention. Bonjour, je suis Nancy Poulain. Désolée, je n'ai pas eu la possibilité de changer mon nom. Je suis travailleuse sociale en centre de réadaptation aux déficiences physiques depuis près de 30 ans. Et je suis d'accord avec M. Fougerola. Je trouve qu'on ne porte pas beaucoup attention à tous les déterminants sociaux, psychosociaux, l'environnement de la personne. Moi, mes patients, là, je dirais 90% de mes patients me disent « J'aurais donc dû mourir dans l'accident. » Qu'il y a un moment donné, qu'il y a un souhait de mort qui est verbalisé, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le désir de mettre fin à leur jour, mais que c'est toutes les souffrances, elles ne sont pas juste physiques, psychologiques et autres. Fait que, tu sais, le réseau s'est beaucoup détérioré, mais pas juste le réseau, mon réseau communautaire aussi. Tu sais, mes patients en situation de handicap n'ont pas accès à tous les services dont ils auraient droit. Et ça peut amener les gens à considérer la mort comme un soulagement à ce qu'ils vivent. Parce que, tu sais, c'est pas juste le CLSC qui n'est pas en mesure d'offrir les soins et services, c'est les coops d'entraide, c'est le transport adapté, c'est les services pour la préparation des repas, c'est l'aide financière, s'ils n'ont pas d'organisme payeur, d'avoir accès à la régie des rentes, à la contrainte sévère à l'emploi. Il y a de multiples facteurs qui rendent ces situations-là intolérables. Moi, ça me préoccupe. C'est pour ça que je me suis inscrite d'entendre qu'il y a de plus en plus de gens qui considèrent l'aide médicale à mourir parce que je vois des belles réussites quand mes patients, tu sais, les 2 amendements qui n'ont pas été retenus, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, la réadaptation, hein? Fait que ça le dit, hein, quand ils ont stabilisé l'état de santé dans les hôpitaux, on nous les envoie, c'est de voir jusqu'où on peut récupérer, c'est quoi les domaines du possible, comment tu peux t'adapter, comment tu peux te redéfinir, comment tu peux retrouver une satisfaction en la vie. Mais pour ça aussi, on n'a pas tous les moyens à notre disposition pour mettre tous les services en place. C'est ça qui est dramatique. Et la pandémie n'est pas venue aider. On a perdu tellement de bénévoles, d'employés dans le réseau. Fait que mes patients, est-ce qu'ils ont accès à tous les services, même si je fais des demandes? Non. Puis, tu sais, quand les patients paraplégiques ou tétraplégiques te disent « Je passe 30 heures dans ma semaine à me trouver des employés pour couvrir les heures soins », c'est épouvantable. Puis en plus, c'est qu'ils n'ont pas les moyens pour payer le taux horaire que les employés, les gens qui viendraient les aider, souhaiteraient non plus. Fait que, tu sais, c'est vrai qu'on faut considérer dans l'analyse d'une situation tous les déterminants et pas juste la condition médicale, les souffrances physiques. Il y a beaucoup de choses à considérer.
Merci, Mme Poulain. Quelle intervention pertinente. Et c'est en effet, ça réfère beaucoup à l'approche globale, qui est une approche propre aux organismes et aux mouvements communautaires. Alors, merci. Ça fait partie aussi des recommandations qu'on a présentées en lien avec le PL15, que tout ce qui touche l'intégration sociale fasse partie des services en réadaptation, ça fasse partie de l'ensemble des services. On a émis aussi des recommandations en lien avec le travail au niveau des déterminants sociaux de la santé, autant par la santé publique que de reconnaître aussi le travail des organismes communautaires sur les déterminants sociaux de la santé. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. C'est très pertinent. Et puis, je pense que c'est aussi des ponts à faire entre plusieurs intervenants du réseau de la santé et le communautaire. Donc, merci pour votre intervention. Est-ce que, M. Fujirola, est-ce que vous voulez répondre ou intervenir à ce sujet-là? Je pense que ça fait partie de vos préoccupations fondamentales en termes du processus, votre paradigme. Et puis, je vois Mme Gaudreault qui frappe des mains, non? Donc, qui a mis un petit signe, là. Donc, bravo pour l'intervention. Monsieur Fujirola pourrait intervenir et après ça, si quelqu'un d'autre voulait intervenir, je pourrais prendre une autre intervention de la part du public. Alors, donc, M. Fujirola, je vous donnerai 2 minutes pour que Mme Gaudreault puisse, elle aussi, à son tour, intervenir. Allez-y, M. Fujirola, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Bon, j'adhère entièrement, bien entendu, à ce que Mme Poulain a dit, et c'est tout à fait pertinent. J'ai exprimé tout à l'heure ce que je disais, c'est qu'on a vraiment un manque de volonté politique actuellement du gouvernement en place. Et je pense que les efforts qui sont faits par les organismes de défense de droits, de sensibiliser les oppositions aussi à cette réalité-là, ce sont très, très importants, mais c'est vraiment une question d'amener le gouvernement à la prise de conscience qu'actuellement, ils ne jouent pas pour eux, hein, parce que ça coûte beaucoup plus cher de maintenir des personnes en hébergement que de les maintenir à domicile. On peut rappeler toutes les revendications de Jonathan Marchand avec Coop Assist, où on avait démontré au gouvernement par des manifestations là, devant l'Assemblée nationale, un groupe de travail qui avait siégé exactement un peu comme le groupe de travail sur l'aide médicale à mourir pendant 3 mois de façon intensive pour finalement se faire dire que non, il n'y aurait pas de programme qui soutiendrait l'assistance personnelle pour des personnes qui ont des besoins de soutien 24 heures sur 24, par exemple, avec des soutiens respiratoires qui actuellement ne peuvent pas rester à domicile parce qu'il n'y a pas de soutien à domicile 24 heures sur 24. Et mettre en place ces mesures de soutien viendrait désengorger l'hébergement dans un contexte de vieillissement de la population. Et donc, c'est vraiment, il faut s'asseoir et on n'applique pas nos politiques. La politique à part entière n'est pas appliquée. La loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en soi n'est pas non plus appliquée. L'Office des personnes handicapées semble ne plus avoir de pouvoir ou de possibilité d'intervenir. Donc, il y a vraiment une réflexion majeure à faire au sein du mouvement que nous sommes en train de faire, mais aussi de trouver une manière d'être écouté. Peut-être qu'il faut se remobiliser et descendre dans la rue. Merci. Oui. Donc, sortir de nos murs, de nos organismes et sortir de la maison aussi, tout à fait. On a un appel à la mobilisation. On va vous en parler
lors de la conclusion. Madame Gaudreault, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aussi vous voir lors de votre intervention, Madame Gaudreault, s'il vous plaît? Si c'est possible, mais sinon, prenez la parole. En ouvrant votre micro. Est-ce que vous vouliez prendre la parole, Madame Gaudreault, en levant la main? Il n'y a pas de réponse là, via le chat. Bon, OK, puis je lui ai envoyé un petit message comme de quoi j'allais lui donner la parole. Donc, on va peut-être comprendre qu'il y avait une petite... Oui, tout ouvert. Madame Gaudreault, est-ce que vous vouliez prendre la parole? Oui, c'est parce que moi, je suis une personne que j'ai 75 ans. Ça fait 10 ans que je suis handicapée physiquement. J'ai vécu ma vie, une belle vie. J'ai eu des enfants, je me suis mariée, j'ai voyagé, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai fait beaucoup de bénévolat. Puis maintenant, ben, à cause de ma limitation physique, je peux presque pas sortir. Il y a des problèmes. Je suis en région. Puis en région, c'est pas comme à Montréal ou à Québec où tous les services sont regroupés puis on peut passer facilement d'une place à l'autre. Tandis qu'ici, je veux dire, il n'y a pas de ces choses-là. Puis en étant une personne qui était habituée de se promener pas mal, de s'occuper de la société, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la famille, du travail. Aujourd'hui, je me trouve devant le choix à faire de rester chez nous ou d'être 2-3 jours d'avance pour que je puisse aller à quelque part ou que je peux presque pas bouger de ma région, de mon coin. Je peux pas aller dans les autres villes, je peux pas. Moi, des fois, j'ai pensé justement à l'aide à mourir. C'est pas parce que j'aime pas ma vie, c'est pas parce que j'aime pas la vie. C'est parce que j'ai pas la possibilité de la vivre comme je veux. C'est une chose que les gens vont peut-être dire que ça n'a pas d'importance. Il y en a qui me disent, ben écoute, assieds-toi devant la télévision, pourquoi il y a des beaux reportages? Oui, mais c'est pas des voyages, c'est pas de l'action. Je ne suis pas dans l'action, je suis à regarder. Et je ne suis pas habituée à ça. Pour moi, l'aide à mourir, ça pourrait être une solution. Ça pourrait. Mais je sais qu'avant de faire ça, il va falloir que je passe à travers bien des choses. Parce que j'aime trop la vie pour pouvoir me décider à faire ça. Mais je connais des personnes qui n'ont pas ce désir-là de vivre, de la curiosité d'aller plus loin puis qui sont là, puis qui stagnent assis devant la télévision, à se morfondre puis à se dire, ben j'aurais dû mourir. Fait que moi, je suis de l'autre côté de la barrière de ceux qui disent il faut vivre à tout prix. Vivre à tout prix, c'est pas vivre. C'est d'être là, d'être présent, mais c'est pas vivre. Vivre, c'est de bouger, de faire quelque chose, d'être utile, d'être dans la société, d'être reconnu. C'est pas ça que je sens quand je viens à quelque part. Quand je viens à quelque part, ben, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Elle est en chaise roulante. Ben là, on n'a pas d'accès, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Et ça limite beaucoup. Merci, Madame Gaudreault. Je pense que vous résumez des dilemmes, hein? Des dilemmes qui nous traversent tous et spécifiquement aussi les personnes en situation de handicap, peu importe le moment de leur vie où est-ce qu'ils ont pu
en arriver à cette situation-là. Merci beaucoup, Mme Gaudreault. Ce dilemme-là, et je pense qu'on a eu un article de M. Patrick Lagacé dernièrement qui disait vouloir vivre, ben, il y a plusieurs nuances. Le titre ne me revient pas, mais il y avait quelque chose comme vivre. Il y a toutes sortes de nuances hein, entre vouloir vivre et vouloir en finir. Il y a toutes sortes de nuances, toutes sortes de couleurs là-dedans. Alors, je pense que vous résumez bien ces dilemmes-là et ces processus-là qui nous traversent. Merci beaucoup. C'est très pertinent. Je pense que ça nous ramène aussi à plusieurs émotions qui nous traversent, qu'on l'on vive en situation de handicap ou pas, que l'on soit proche, plus ou moins proche de personnes qui vivent en situation de handicap, que ce soit comme professionnel ou comme proche aidant. On n'est pas à l'abri de ces dilemmes-là et de ces émotions-là. Merci. Merci aux panélistes qui nous ont quittés. Merci à M. Fougerola qui est resté jusqu'à la fin et qui a répondu plus souvent qu'à son tour. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté là, comme élément de réflexion et comme point de vue. Alors, puis aussi, il y a toutes les personnes aussi qui sont intervenues dans le chat sachez que vos interventions ont été prises en note et que pour nous, toutes les interventions comptent et vont alimenter nos réflexions, nos interventions auprès du public, auprès des médias, auprès des élus. Alors voilà, merci aussi pour votre écoute à chacun, chacune. On reconnaît aussi le temps de préparation puis d'engagement de chacun pour les enjeux qu'on a abordés. Moi, personnellement, il y a des émotions qui m'habitent à la suite des échanges, des témoignages, et pas juste des émotions qui me traversent, mais aussi des noms de membres aux prises avec des besoins sans réponse et de la détresse qui dure. L'équipe de Mémo, toute l'équipe de Mémo tient à saluer le courage de ces personnes-là, puis à leur témoigner de la solidarité. On peut imaginer que le panel a remué plusieurs personnes. Aussi, nous vous invitons, si vous en ressentez le besoin, à appeler à Mémo Québec parce qu'on a des conseillers pairs en intégration qui sont disponibles, qui sont désireux, qui se sont dégagés du temps pour vous accompagner si tel était votre besoin. Vous pouvez appeler à Mémo. Puis il y a pour justement un accompagnement ponctuel avec nos conseillers pairs en intervention. On voit Caroline là, qui a salué de la main, donc elle est de cette équipe des conseillers pairs en intervention. Merci. Je vois un message, les travaux d'Anne Hudon sur l'éthique et l'accès aux services de réadaptation. Merci. Du côté de l'équipe de défense de droit, nous poursuivons nos démarches afin d'obtenir une réelle et complète aide médicale à vivre et des services qui soutiennent la santé, la dignité, l'autonomie et l'intégration des personnes en situation de handicap. On a parlé d'autodétermination aussi, ça fait partie de nos valeurs, de nos fondements d'intervention pour tous les intervenants de Mémo Québec. D'ailleurs, il y a une campagne qui commence le 2 octobre et ce jusqu'au 9 novembre. C'est la campagne « Mes seins et mon utérus comptent aussi ». Et cette campagne-là vise à réclamer un accès complet aux services de gynécologie, d'oncologie et de périnatalité pour les femmes en situation de handicap. Vous aurez plus d'informations dans notre infolettre d'octobre qui va vous arriver bientôt dans vos courriels. Surveillez vos courriels. Parce qu'il y a différentes façons de participer à cette campagne-là qui s'appelle « Mes seins et mon utérus comptent aussi ». Cette campagne culminera par une action de visibilité le 9 novembre
avec un rassemblement à 10h30 au coin de Maisonneuve et Union à Montréal. Alors, vous pouvez voir là quelques détails. Vous pouvez voir quelques détails sur l'affiche. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre collègue Adèle Liliane Ngo-Mencott au 514-341-7272, poste 235. L'équipe de défense de droit vous remercie encore, chers panélistes, et spécialement M. Fougerolas. Tiens à vous remercier aussi, participants et participantes au panel. Nous espérons que cet espace de discussion a pu alimenter nos réflexions respectives sur les enjeux entourant l'admissibilité de l'aide médicale à mourir, l'accès à des soins adéquats et surtout sur la responsabilité de l'État à garantir des services qui soutiennent la santé, la dignité, l'autonomie et l'intégration sociale des personnes en situation de handicap. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous disons au plaisir de vous rencontrer dans d'autres activités des Journées québécoises des lésions médulaires. Tous les jours jusqu'à dimanche, il y a une programmation riche en échanges, en témoignages, en partages. Vous trouverez toute la programmation sur le site de Mémo Québec. Aussi, plus d'informations sur ce qu'est Mémo Québec, sur la programmation des activités à suivre aussi tout au long de l'année. Nous vous remercions, chers membres, chers partenaires, et toute la population aussi qui a assisté à ce panel. Merci à nos panélistes et à toute l'équipe de Mémo Québec qui a travaillé dans l'ombre pour permettre à ce panel-là de prendre forme et voilà, de se réaliser. Alors, merci beaucoup, cher public, M. Fougerolas, merci à toute l'équipe. Et puis, nous vous souhaitons une belle fin de journée et une belle continuité pour les Journées québécoises des lésions médulaires.